Je vous salue amicalement tous, l'Université populaire de philosophie de Toulouse et ses animateurs. Je salue le travail qui est fait par cette université parce que j'ai appris récemment le programme auquel vous avez été conviés ces derniers temps, et je dois dire qu'il est absolument remarquable. Et je voudrais remercier Eric Loven, bien sûr, toute l'équipe, et saluer ce travail quotidien qui doit être intense et important de l'Université populaire de philosophie, qui a eu l'amabilité de m'inviter une première fois sur le thème de la civilisation, avec des guillemets, de ce qu'on pouvait en faire, qui me réinvite aujourd'hui sur le thème du post-numérique, qui est notre sujet ce soir. Alors, je vais commencer par des digressions, parce que on a besoin de digressions, on a besoin de divertissement, on a besoin de passer à autre chose les uns et les autres. Et donc, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas directement la question du numérique, mais qui est la question du masque. J'aurais pu, sur cette conférence, vous proposer effectivement d'avancer comme ceci, d'avancer masqué. C'est Descartes, il y a 4 siècles, 1619, qui commence, le jeune Descartes, son œuvre philosophique, par cette remarque mystérieuse qui est le fameux larvatus prodeo. C'est du latin, mais c'est assez simple. Prodeo, je m'avance sur la scène de la société, sur la scène de la philosophie. Et larvatus, masqué. Voilà. Et je m'avance masqué, ce qui est quand même assez curieux pour quelqu'un qui va se préoccuper beaucoup de la question de la vérité et de la question finalement du doute. Bon. Et c'est peut-être effectivement parce qu'il se préoccupe du doute qu'il propose de s'avancer masqué. Ça, c'est une hypothèse de travail. Ce que je veux dire par là, c'est que cette question du masque, elle nous occupe de manière persistante depuis plus de 4 siècles. Et en particulier, elle a travaillé des gens aussi importants et pertinents que Jacques Lacan durant son séminaire, et puis Roland Barthes dans ses propres séminaires et ses propres écrits, en particulier dans les fragments d'un discours amoureux, après le degré zéro de l'écriture. Ils ont repris cette expression l'un et l'autre de Descartes et ils l'ont commentée. Alors, je ne vais pas commenter leurs commentaires, mais il se trouve que j'ai eu la chance, privilège de l'âge, d'assister à leurs commentaires lors d'un séminaire de Jacques Lacan et lors de la séance inaugurale au Collège de France de Roland Barthes. Ça fait déjà effectivement à peu près 4 décennies. Et à cette occasion-là, ils ont glosé, discuté cette question du masque en essayant de l'actualiser en leur temps. Et je serais très curieux de savoir comment aujourd'hui ils commenteraient notre propre temps et notre propre temporalité du masque. Et au-delà de la traduction littérale de Prodeo Larvatus Prodeo, l'ordre n'est pas, vous savez, en latin se discute, on met l'inflexion sur l'un ou sur l'autre. Quand on dit Larvatus Prodeo, ça veut dire qu'on met l'insistance sur le masque plutôt que sur le fait de s'avancer
Et réciproquement, si on dit prodeo laudato, c'est plutôt je m'avance. C'est d'abord l'avancée qui compte. Et ils ont proposé des traductions disruptives un peu de cette thèse inaugurale du jeune Descartes, arrivant dans la philosophie en 1619. L'un, et j'en ai le souvenir complexe, mais je n'en ai pas retrouvé la trace, curieusement, comme si ça n'avait pas été noté, pourtant j'en ai le souvenir intime. Lacan disant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est je m'avance, mon masque à la main, mon masque à la main. Voilà. Et ça, c'est dans son séminaire, je ne sais plus ce que c'est, à quel endroit, enfin, il faudrait vraiment trouver, je crois que c'est dans le livre 23. Et Roland Barthes, lui, qui propose je m'avance en pointant du doigt mon masque. Mon masque. En pointant du doigt mon masque. Je trouve que c'est extrêmement éloquent pour la période que nous venons de vivre et pour celle que nous vivons et celle que nous allons vivre, puisque le masque est devenu une composante non plus du carnaval de Venise ou de Rio, mais est devenu une composante de la nouvelle société qui vient de s'imposer, sur laquelle nous reviendrons ensemble rapidement. Je pense que c'est intimement lié à la question plus spécifique qui nous occupe ce soir, du numérique, mais on verra par quelle voie de traverse. Je voudrais juste poser cette question qui m'a assailli récemment, qui était de me dire, mais finalement, il y a 5 minutes du temps de l'humanité, le voile était interdit, et 5 minutes plus tard, le masque est obligatoire. La question qui se pose, que je vous pose, c'est pourquoi pas demain matin la burqa FFP2 pour tout le monde. Vous en jugerez. Ça, c'est de la première digression. La seconde digression, à laquelle je n'avais pas songé, je dois vous l'avouer, parce que je suis un peu procrastinateur, comme beaucoup de discutants pseudo-philosophes. Je me suis posé la question de ce que c'était qu'un présentiel. On en parle beaucoup des présentiels actuellement, on en parle beaucoup en effet de miroir, puisque on a affaire à des distanciels aujourd'hui. Hein, bon. Et donc, je me suis intéressé au présentiel lorsque je n'avais pas fait beaucoup ces derniers temps, et de longue date même, et je suis allé voir quelle était un peu l'histoire du présentiel, ce jargon sympathique et aimable, bien entendu. Et j'ai trouvé cette affirmation que, par exemple, la Ségos, hein, qui passait il y a quelques années pour le plus grand cabinet de conseil français, maintenant je pense qu'il est un petit peu distancié lui aussi, mais il disait en 2012, donc il y a 8 ans, en 2012, 95% des formations étaient encore assurées en présentiel. En présentiel, ça voulait dire que l'intervenant, il intervenait lui-même au milieu d'un public comme celui que j'ai eu la joie de rencontrer
l'Université populaire de philosophie récemment sur la civilisation. Et on peut se demander si en mars-avril 2020, finalement, les 95% n'ont pas été complètement retournés. C'est-à-dire que c'est 95% de distanciel entre tous ces enseignements à distance et toutes ces conférences à distance et toutes ces informations à distance et 5% de présentiel. Donc, ça n'est pas sans conséquence. Ça n'est pas sans conséquence. Et j'ai trouvé une citation tout à fait aussi imprévue, je vous l'assure, et inconnue il y a peu, qui m'a fait sursauter. Citation du 19 novembre 2014 d'un site managérial spécialisé justement dans les présentations présentielles, si j'ose dire. On me demande ce que ça veut dire exactement, mais enfin bon, ça veut dire la présence de gens qui sont là en chair et en os, masqués ou pas masqués d'ailleurs. Et ce My RH Line, c'est intéressant, hein? My, RH, relation humaine, je suppose, Line, bon, .com, nous dit la formation présentielle se digitalise pour une meilleure efficacité pédagogique. Ah, bon. Ça, je veux dire, je suis tombé de ma chaise ou je été scotché sur ma chaise et je dois dire que j'ai eu envie de lire et je voudrais quand même partager avec vous quelques lectures parce que c'est pas complètement indifférent à notre sujet. Bon. Alors voilà l'incipit de ces. Je vais vous donner quelques citations. Excusez-moi de la lecture, j'espère que ce ne sera pas trop fastidieux. Traduisant l'avènement du tout numérique et son impact dans l'univers de l'entreprise, la digitalisation est un phénomène grandissant qui impacte tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la formation professionnelle, les sessions de formation présentielles elles-mêmes intègrent de plus en plus les outils de communication digitaux. Ceux-là, digitaux. Bon. Leur conférant une dimension ludique, alors ça, je trouve ça passionnant, qui favorise l'acquisition des connaissances. Alors, je vais taire le nom de la société, XXX Formation, troisième organisme de formation professionnelle, revient sur les outils digitaux les plus utilisés en salle de formation et leurs avantages. Et ça commence par un premier chapitre tout à fait passionnant sur la salle de formation à l'heure de la digitalisation. Alors, nous sommes dans une salle de formation à l'heure de la digitalisation. Et donc, je suis très content d'inaugurer cette salle avec vous. Elle n'était pas prévue pour ça, comme vous voyez. Il y a un vieux pot de fleurs séché derrière moi, un vieux tableau sans intérêt, certainement. Et puis à moi. Bon, voilà. C'est ça la salle de formation. Et là, on me dit, le prérequis essentiel est un équipement global, adapté pour pouvoir suivre une formation incluant du digital. Ce sont là les digits. Hein. Ça ressemble un peu à des pattes de grenouille, mais bon. Wi-Fi de bonne qualité et matériel performant. Les outils digitaux les plus connus et utilisés en formation sont les suivants. Alors, le simulateur en salle de formation. Il permet de recréer des situations concrètes en amenant les participants à prendre des décisions. C'est important, les décisions. À titre d'exemple, XXX Formation utilise régulièrement les simulateurs Taratata dans le domaine de la gestion de projet. Bon, nous sommes rassurés. Et deuxièmement, le fil Twitter. Un compte Twitter de la formation est ouvert pour permettre aux participants d'échanger en amont, pendant et après la formation.
J'espère que ça nous sera possible parce que je n'ai pas de compte Twitter, et pas de compte Facebook et pas de compte ceci et cela. Je ne suis sur aucun réseau dit sociaux, ce qui est un oxymore bien sûr. Mais je serai heureux de dialoguer avec vous tout le temps nécessaire. Et on nous dit aussi, on peut noter également, alors ça c'est très important, le serious game, hein, le jeu sérieux, et le rapid learning, l'apprentissage rapide. Mais en anglais c'est beaucoup plus savant, scientifique même, on peut dire. Qui pour l'un, alors ça c'est très important, plonge le stagiaire, c'est-à-dire est plongé comme dans de l'eau bouillante, dans une situation professionnelle concrète, et pour le deuxième correspond à des modules d'e-learning, c'est-à-dire, il faut comprendre, numérique, hein, l'apprentissage numérique, dont le but, d'e-learning court, pardon, hein, c'est important, court, parce que le long, c'est plus compliqué, dont le but est d'acquérir des compétences rapidement. Alors, XXX Formation a également développé 2 serious games hein, sur les thèmes de la conduite du changement hein, et de l'audit. Aujourd'hui, il existe d'autres applications gratuites ou payantes qui sont développées sur Internet permettant de remplacer les ateliers pédagogiques classiques. Hein. C'est vrai que, d'accord, l'UTP, Cloved, etc., nos amis, hein, les ateliers pédagogiques classiques, il faut les jeter à la poubelle, il faut les remplacer par des ateliers numériques. Bon. Et donc, il y a l'application Post-it, hein, guillemets, vide ton sac. Pas moi qui l'ai inventé. Hein. À la place du bon vieux Post-it, chaque participant peut, vous, moi, écrire directement sur tablette. Chance. Contrairement à l'ancienne méthode, le formateur accède en direct à l'ensemble des écrits des participants. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Et donc, surtout, l'effet waouh est garanti par l'utilisation des tablettes. L'effet waouh. C'est écrit l'effet waouh, W-A-O-U-H, entre guillemets. Je trouvais ça magnifique, c'est encore mieux que Yahoo, hein, l'effet waouh. L'effet waouh améliorant ainsi le taux d'apprentissage. Le formateur, quant à lui, gagne du temps en recevant en direct les informations de tous les participants. C'est le rêve. Hein. Je ne sais pas, Eric, le rêve, mais c'est le rêve. Bon. Ensuite, l'arbre à personnage. On met des guillemets quand même. Hein. L'arbre à personnage, ça c'est une autre application. Et cette application permet, tenez-vous bien à votre prompteur, à chaque apprenant, nous sommes tous des apprenants, mais vous en particulier, vous êtes censés être des apprenants puisque vous êtes dans une université, à chaque apprenant de choisir où il se situe dans son apprentissage. Il est représenté par, alors l'apprenant, il est représenté par un personnage qui est ensuite mis sur un arbre. C'est écrit comme ça. Il est représenté par un personnage qui est ensuite mis sur un arbre. Vous êtes mis sur un arbre. Bon, véritable outil pratique, cet arbre. Alors, ça, citation, hein, tout ça, ce sont des citations exactes d'un mémorandum d'une société de conseil spécialisée dans les présentiels. Aucune invention. J'aurais aimé l'inventer, mais je n'aurais pas su l'inventer aussi bien. Bon. On dit la réalité dépasse la fiction, etc. Bon. Et donc, véritable outil pratique, citation, véritable outil pratique, c'est déjà dans la citation. Cet arbre prend la température du groupe en direct. Vous vous rendez compte l'opportunité de la chose au temps du Covid-19-20. Cet arbre prend la température du groupe en direct. C'est-à-dire qu'en plus, grâce à ce présentiel, on va savoir si vous avez le Covid, oui ou non. C'est merveilleux. C'est inimaginable et ça a été pensé il y a déjà quelques temps. Alors, d'autres applications sont disponibles sur Internet, telles que Prezi, Padlet, Socrative. Socrative, hein. Socrative, c'est-à-dire qu'elle a été inspirée par un inconnu. Comment s'appelle le titre déjà? Socrate.
C'était un disciple de Platon ou d'Aristote, bon. Ou l'inverse, on ne l'a jamais su, ou même d'Alexandre le Grand. Et socratifs qui permettent d'animer de manière interactive les formations. Et donc XXX Formation a également développé une application mobile learning, l'apprentissage mobile. Nous y sommes en ce moment, utilisée en amont et post-formation. Ça nous rapproche du post-numérique, qui offre du contenu pédagogique complémentaire à celui proposé en formation présentielle. Alors, on est présentiel, mais on est en même temps distanciel, ce qui est assez fantastique. À noter que 80% des participants consultent l'application de manière proactive. Proactive, c'est ça, un coup de poing dans la caméra. Ce qui reflète une appétence, un goût invétéré, accru pour ces outils pédagogiques ludiques, une fois de plus. Bien, je termine avec quand même ces citations, mais elles sont tellement importantes par rapport à notre sujet que je n'ai pas pu les éviter. Voilà. Et il nous dit l'utilisation des outils digitaux à bon escient pour une réelle efficacité pédagogique. Les outils digitaux. Hein, voilà. Les avantages de ces nouveaux outils utilisés en salle de formation, nous y sommes dans la salle, un bouquet de fleurs, un tableau, sont nombreux. Envoyer en direct les données, ce que je fais. Assurer l'anonymat des personnes, c'est un peu compliqué. Favoriser l'expression des participants, ça c'est pas encore gagné, mais ça va se faire par le chat. Conserver les données, ça on fait confiance à nos amis du PP. Cependant, l'utilisation de ces outils doit toujours poursuivre un objectif pédagogique clair et être utilisé à bon escient. C'est important, l'escient, c'est la science dedans, la scientologie. Le formateur doit également en avoir une bonne maîtrise pour en maximiser l'efficacité pédagogique. Ce que j'essaie de faire, sans doute sans aucune réussite, mais bon. Côté salle de formation, la réaction des apprenants est toujours très positive. Ça, vous me le direz tout à l'heure. À l'utilisation de ces outils, même auprès des plus réticents aux technologies, qui finissent systématiquement par se prendre au jeu. Ah oui. Ludique et pédagogique, la digitalisation de la formation complète les méthodes classiques et permet ainsi une meilleure acquisition des connaissances. Bon, j'espère que ce sera le cas pour les mauvais élèves que vous êtes. Et citation finale de ce XXX formation qui mérite quand même une médaille, parce que j'ai vu aujourd'hui que les infirmières et les personnels soignants avaient eu un certain nombre de médailles, mais je pense qu'il faut des médailles également pour les personnels assurant le logiciel de présentiel, parce qu'ils sont essentiels pour notre vie nouvelle. Bon. Et donc ils disent, monsieur, je n'aurai pas le nom, dans quelques années, on ira beaucoup plus loin dans la salle de formation. Je ne vous dirai pas jusqu'à quel point. Dans la salle de formation, avec la salle de formation 2.0, qui permettra une immersion totale dans le quotidien des personnes, je suis un peu inquiet, grâce aux technologies de réalité augmentées par l'exemple. Bon. L'ordinateur sera capable, là j'attends beaucoup quand même de l'interface de ce qui nous concerne. L'ordinateur sera capable de capter les émotions des participants. Les salles de formation seront totalement modulables, un peu difficile ici, mais bon, pour adapter chaque exercice. Tout ceci contribuera à toujours plus d'efficacité pédagogique des formations. À nous d'être force de proposition pour utiliser la technologie au service de l'apprentissage. Voilà. Alors, vous le remarquez quand même, mes digressions seront particulièrement longues, et peut-être que le corps de l'exposé en sera raccourci, mais bon, enfin bon. Je pense que simplement cette supposée conférence, c'est un peu un gros mot, une conférence,
sera quand même assez différente de ce qu'elle aurait été il y a seulement un an. Il y a un an, on aurait alors parlé surtout république numérique et guerre contre le terrorisme pour expliquer les enjeux du post-numérique. Et là, on a plutôt basculé aujourd'hui dans la guerre nouvelle contre le virus et celle surtout contre les mauvais citoyens, vecteurs de mauvaises pratiques et vecteurs de virus grâce à eux ou malgré eux. Bon. On aurait parlé de Facebook, de Netflix, d'algorithmes consommatoires, ceux qui vous amènent à choisir telle ou telle série télévisée plutôt que telle autre. On aurait parlé Wikileaks, Julian Assange, Edward Snowden, etc. Et puis on est contraint de se réformer. On est contraint de se réformer devant l'actualité. Bon. Et l'actualité, c'est, on va dire, lutte conviviale et concertée contre le Covid-19 20, 21, 22, 23, enfin bon. Traçage des contaminés, c'est très très important. Traçage des contaminés, pour moi. Pistage des mauvais citoyens, inconscients, tous ceux qui ont gaspillé les gestes barrières, c'est très très important. J'espère que vous n'en faites pas partie, parce que sinon je ne suis pas content de vous parler. Et ce qui les rapproche, c'est que finalement, ces deux moments, entre hier et aujourd'hui, que ce soit contre le terrorisme ou le Covid, on est censé, on attend de nous qu'on fasse un seul front. On ne dépasse surtout pas une seule tête. Celle-là risquerait de tomber, c'est déjà arrivé. Bon, ce sont des ennemis contre lesquels tous les moyens sont supposés bons et utilisables, même les plus dangereux pour les libertés fondamentales. Et donc les républiques, Rousseau les décrit comme qu'est-ce que c'est qu'une république? Il dit c'est un gouvernement par les lois, par les lois. C'est ça la république. Il n'y a rien d'autre que ça. Rien d'autre. C'est le gouvernement par les lois. On ne dépassera pas cette définition. Mais les républiques s'autorisent à travestir et mépriser toutes les lois existantes. Au nom de quoi? Alors elles ont des bonnes raisons. Au nom de l'intérêt général des citoyens et du fait qu'il vaudrait mieux sauver sa peau, vivre, que mourir, parce que ce serait coupable finalement de mourir un peu plus que d'habitude. Quoi qu'on dise les chiffres et les statistiques. Donc, vous imaginez quand même que le bon Rousseau, il a de quoi se retourner dans sa tombe, Montesquieu, Diderot, Condorcet, tous les autres. Parce que, qu'est-ce qui est au centre? C'est la culpabilisation du citoyen, qui est présenté comme un potentiel responsable de la mort de ses proches ou amis. Et on se permet, en ce nom-là, de faire passer toutes les mesures les plus excessives et dirimantes, et en particulier avec l'outil numérique qui nous occupe. Donc les pires dispositions existantes déjà de la dite République numérique, qui a été quand même installée il y a quelques années en France, sous les derniers gouvernements, c'est pas le dernier, c'est les derniers, ils ont chacun apporté leur pierre à l'édifice depuis le début des années 2000, de manière assez systématique et convaincante, pierre à l'édifice, comme des bons maçons. Eh bien, ces dispositions de la République numérique, qui ont été consensuelles, ne sont pas du tout d'un côté ou d'un autre, d'un extrême ou d'un centre, non, rien du tout. Elles sont consensuelles pour l'essentiel. Il ne faut pas nous raconter d'histoire, elles sont consensuelles. Elles vont pouvoir être renforcées et développées avec l'assentiment collectif, en particulier la vidéosurveillance systématique, le traçage de toutes les circulations, de tous les déplacements, les écoutes,
des choses les plus invraisemblables. Le plus sage, qui était le plus sage, qui était, on va dire, le privilège du bétail, hein, les vaches et les ovins, devient une probabilité importante pour les hommes. La délation encouragée, je pense qu'il y aura beaucoup de développement sur la période de délation que nous venons de vivre, dans laquelle tel ou tel voisin va dénoncer son voisin ou sa voisine qui aura osé transgresser un instant les règles imposées de confinement indiscutable. Et tout ça, on va le faire avec des arguments extrêmement joyeux, bienveillants. Et grâce à cette bienveillance, on va dire, des arguments, on va basculer dans le despotisme numérique, où toute surveillance va apparaître non seulement salutaire, mais aussi extrêmement sympathique. Voilà un peu l'origine de notre sujet, que moi j'ai entamé il y a bien longtemps déjà, mais il faut bien dire qu'il est réactualisé de manière singulière et bien intéressante aujourd'hui, au-delà de ce que j'aurais même imaginé. Moi-même, je n'aurais pas imaginé proposer à l'Université populaire de philosophie d'intervenir si l'université ne l'avait pas fait elle-même. Je l'en remercie. Mais tout cela nous dépasse. Et donc, ce que je voudrais signaler, c'est avant de reprendre un peu le fil historique, ce qui me paraît être quelques points clés de ce qui est au centre actuellement de notre sujet. De notre sujet, et quand je dis nôtre, c'est ce que nous avons vécu, et pas simplement de celui qui a été calé humblement comme sujet ce soir. Premier point, c'est que la présente crise dite sanitaire ou épidémiologique, c'est quand même comme ça qu'elle est généralement présentée, suscite, à mon sens, quand même beaucoup d'interrogations sur le fait qu'on dise elle est sanitaire ou épidémiologique, alors que personnellement, je la qualifierais plutôt de véritable et essentielle crise anthropologique. C'est l'homme, c'est l'essence de l'homme qui est touché avec cette crise, et dans le comportement assigné à l'homme, dans le rôle dévolu au numérique en particulier. Et une crise anthropologique qui est remarquable parce que elle inaugure une nouvelle forme d'aliénation qui aurait certainement beaucoup intéressé un certain Karl Marx, dont on pourrait imaginer que le regard sur ce qui vient de nous arriver serait particulièrement aigu. Parce que l'aliénation, il en connaît un rayon, il l'a étudié sous toutes ses formes. Là, il aurait de nouvelles formes d'aliénation bien intéressantes à comparer aux autres. Deuxième point, nous avons à peu près renoncé à tout. À tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment là, un coup de cuillère à peau, deux coups de cuillère à peau. Bon, j'aime beaucoup cette expression, des cuillères à peau. À notre liberté de mouvement, mais même de respirer, de toucher, d'embrasser bien sûr, de penser, mais même de penser par-dessus le marché, de communiquer en présentiel. Enfin, on a le droit du distanciel, on est dans le distanciel. Bon. Et ça, la figure de ça, il ne faut pas oublier qu'elle existe de longue date dans l'iconographie religieuse, mais cette iconographie religieuse, elle a aussi beaucoup de ressources, on va dire,
philosophique et anthropologique, c'est le noli me tangere, ne me touche pas, hein, moi, ne me touche pas, c'est bien. Bon. Moi, Madeleine, bon, je ne le mérite pas. Bon, ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux parce qu'il risque de se passer beaucoup de choses entre nous. Troisième point, cette conférence qui est donc pas présentielle mais virtuelle est un exemple parmi d'autres de ce qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on a renoncé, vous et moi, vous, aimable public de l'Université populaire de philosophie, et moi-même, à nous voir effectivement dans une salle, à parler de vive voix, à s'engueuler, à s'embrasser, au motif d'impératifs qui sont quand même pour le moins discutables, même s'ils sont audibles. Et on les a approuvés globalement sans discuter. Quatrième point, nous avons accepté tous massivement de télétravailler. Pour ceux qui travaillent, ou en tout cas de télécommuniquer pour ceux qui ne travaillent pas mais qui continuent à communiquer, d'utiliser des plateformes, des réseaux virtuels sur lesquels il y a quand même, nous n'avons pas le moindre contrôle, simplement ce sont des plateformes auxquelles nous avons fait confiance, comme celle-ci, Facebook, Zoom ou autre, enfin bon. Nous avons accepté tout cela parce qu'on nous a ajouté le spectre des grandes peurs historiques, et en particulier le paradigme de la peste, dont on a beaucoup de mal à s'éloigner, je crois. Il est plus que millénaire, bien sûr. Point suivant, le numérique, qui, à mon sens, n'en avait pas vraiment besoin. Là, effectivement, c'est important de dire que cette discussion, puisque conférence, se tient en mai 2020 plutôt qu'en mai 2019, par exemple. En mai 2019, tellement ce numérique s'était déjà enraciné dans nos foyers, il est devenu le centre, le poumon de ces foyers en période de confinement. Et ça veut dire que depuis 3 mois, non seulement on vit confiné, mais on vit numérique et numérisé. Hein. On est essentiellement numérisé. On se bat pour avoir un bout d'ordinateur, pour ceux qui n'ont pas la chance, est-ce que c'est la chance, bon, de ne pas en avoir un chacun. Hein. Bon, voilà. On a un steak chacun, un ordinateur chacun. Bon. Et ben, on passe un temps, on a passé tous, on est supposé avoir passé un temps tous très très important derrière nos ordinateurs. Je vous rassure, c'est pas trop mon cas. Je suis passé plutôt dans mon jardin, qui m'a donné beaucoup de travail. Point suivant, c'est que finalement, ce stade suprême de l'aliénation, c'est d'avoir accepté que depuis des semaines et des semaines, à peu près toutes les questions et toutes les réponses qui nous préoccupaient, qui nous préoccupent encore, la quasi-totalité aussi des signes de vie, des signes d'affection, des signes de peur, tout ça, on les a mis dans le tuyau numérique. Bon, charge à lui de les véhiculer. C'est mon point suivant, c'est comme si on avait décidé finalement que du jour au lendemain, là je vais utiliser des métaphores organiques, hein, les organes, ceux auxquels on tient le plus ou beaucoup, c'est comme si on avait décidé du jour au lendemain que l'intestin, qui est quand même un redoutable et une efficacité extraordinaire, redoutable gendarme, eh bien, l'intestin, ce milicien, cet éradicateur, était devenu plus important pour nos vies que le cerveau et le cœur réunis.
C'est-à-dire le tuyau par lequel circulent beaucoup de choses, est devenu beaucoup plus important que le cerveau ou le cœur. Et c'est ça qui nous est arrivé finalement avec le numérique. Ça me permet de boire un peu de liquide non numérique. Ce n'est pas de la vodka, je le précise. Et donc, pour poursuivre cette métaphore, nous avons privilégié la circulation à grande vitesse. Hein, on a été tous très très imbus et heureux de la circulation à grande vitesse, sur la très grande vitesse, le train, une merveille française, bien connue. Mais là, c'est plus la circulation à grande vitesse non plus des corps, mais c'était celle pendant 3 mois, des informations les plus fausses, les plus fantaisistes, les plus délétères, par des tuyaux toujours moins contrôlés, parce que là, je dois dire que ce qui était un petit peu contrôlé avant, bon, les écoles, les universités, les administrations se préoccupaient toutes ces dernières années, la dernière décennie, de contrôler les contenus, les médias aussi. Hein, vous avez plusieurs maintenant départements fake news dans la plupart des journaux. Mais là, je dois dire que ça a été vraiment le grand n'importe quoi, hein, applaudi aussi fort que les infirmiers et les infirmières le soir à 20h. Et donc ça, c'est le point suivant. Tout ce qui a été ainsi véhiculé sans les moindres précautions d'usage a été aussitôt mis en chiffres, en statistiques, projections, aussi bien les contaminés, les victimes, les chômeurs et les baisses de produits intérieurs bruts, la chute des bourses et des patrimoines, avec une discussion sans fin. Et qu'est-ce qui s'est invité finalement en permanence? J'en parle ici dans ce qui est censé être une université populaire de philosophie. C'est l'inverse qui s'est invité dans les tuyaux, c'est le café du commerce permanent. C'est-à-dire que chacun racontant tout et n'importe quoi sur le zinc, avec un petit coup, et heureux de raconter le plus possible n'importe quoi. Voilà. Avec vraiment avec jubilation. Et je crois que le numérique, c'est aussi et d'abord cela, c'est tout ramener, non seulement à une poignée de chiffres, alors les indicateurs journaliers sur les décès, les contaminés, les intubés, les ceci, les cela, etc. Bon. Tout trivialiser, tout réduire à quelques repères, hein, les baisses de pic, de machin, de trucs, bon, afin de gommer autant que possible l'humanité de l'humain, la chair, hein, qui ne peut plus être touchée de la main, embrassée des lèvres, enfin bon, les affects, les humeurs, les amours, les haines, enfin tout est gommé, tout est gommé, tout ça c'est gommé, voilà, interdit. Donc on peut dire que d'une certaine manière, c'est pas un abus du tout de langage, ni même une facilité. Hein. Le confinement a d'abord été numérique. Il a d'abord et essentiellement au sens de l'essence de ce qui s'est passé, été numérique. Ce qui signifie, premièrement, que nous avons ouvert complètement les vannes des algorithmes qui vont nous expliquer aujourd'hui, demain, après-demain et pour l'éternité ce que nous devons faire et ce que nous devons choisir. Et d'autre part, le numérique s'est nourri et gobergé du confinement jusqu'au point où il pourrait bien, à mon sens, être inexpugnable de nos corps et de nos esprits, nous qui lui avons alloué une place presque inimaginable à laquelle il ne renoncera plus. Bon, tout ça, c'était une mise en place, donc pour dire
maintenant le quart d'heure de parole qui me reste, d'essayer de synthétiser le sens de nos propos généraux, c'est-à-dire ce qu'ils auraient pu être s'il n'y avait pas eu ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu. Alors, sur ça, bon, je ne vais pas revenir sur les moyens de la conférence, ce serait facile, c'est déjà expliqué. Bon, les moyens, ils sont indispensables aujourd'hui, semble-t-il, et nous les avons acceptés. Donc, on ne va pas revenir dessus. Ce qui me paraît peut-être plus important, c'est d'essayer de comprendre, d'une part, bien sûr, ce que c'est que l'homo numericus, hein, l'homme numérique, et d'autre part, ce que pourrait être cet homme post-numérique auquel j'ai voulu convier il y a déjà assez longtemps, il y a quelques années, par un livre qui était lui-même sourcé dans un certain nombre d'interventions, hein, ce petit livre là, qui s'appelle L'homme post-numérique. Il faut rendre hommage à Yves Michel, son éditeur, qui édite des choses un petit peu complexes ou engagées. Et cet homme post-numérique, comment il se détermine par rapport à l'homme numérique. Alors, l'homme numérique, pourquoi il est numérique? D'abord, il faut peut-être d'abord insister sur une distinction linguistique pas négligeable, qui est que en langue anglaise, dans d'autres langues, le numérique est appelé le digital. Le digital, c'est à la fois les doigts, mais c'est aussi les chiffres. Bon. Notre langue française a tendance à gommer les choses et à les rendre un peu plus mystérieuses, mais tout de même sous l'aune des chiffres. Hein. Qu'est-ce que c'est l'homme numérique? Eh ben, c'est plus l'homo sapiens, c'est plus l'homo faber, c'est quelqu'un d'autre, et ça peut difficilement passer pour une promotion par rapport à homo faber. L'homo numericus, c'est l'homme mis en chiffres, en nombres, en équations, en algorithmes, dont tous les actes et moments et figures de la vie quotidienne sont numérisés ou numérisables jusqu'au point où ils ne lui appartiennent plus. Ils peuvent être utilisés par le marché en particulier pour inviter d'autres acteurs consommateurs, qui ne sont pas des hommes, qui sont des consommateurs, qui ne sont pas des citoyens, ce sont des consommateurs, qui peuvent agir de manière convergente, cohérente avec celui qui a été l'objet d'algorithmes. Algorithme, je vous rappelle d'ailleurs que ce n'est pas un mot grec, hein, algorithme, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ça vient d'un mathématicien arabe qui s'appelait à peu près comme ça, mais ce n'était pas al-algorithme, il y avait un nom très proche. Et donc, l'homo numericus, lui, il est censé, avec des chiffres, se recomposer, se perpétuer, faire des choix qui sont à la fois, on va dire, orientés, mais auxquels il contribue lui-même. Voilà. Ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire qu'on dépossède quand même, pour beaucoup, l'homme de sa propre humanité. Au profit de quoi? Au profit d'une codification numérique, d'un archivage despotique et de cette mise en algorithme. Alors, je voudrais rappeler historiquement, très brièvement, que les outils appelés TIC, Technologie de l'information et de la communication, n'ont rien fait ni rien changé par eux-mêmes, tout seuls, depuis leur
irruption sur la scène il y a 40 ans, début des années 80. Et ni même avec la généralisation de l'Internet et la diffusion massive des supports numériques. Ce qui a vraiment modifié la donne et nous a projetés vers le numérique, c'est l'entreprise, qu'on peut dire, massive de dématérialisation qui a été mise en œuvre dès le début des années 80. Dématérialisation, ça veut dire que toutes sortes de supports qu'on utilisait, des supports papier en particulier, voilà, pour des actions, des obligations, des actes notariés, des livres, ça existe encore les livres, bon. Tout ça a été dématérialisé de manière tout à fait irréversible pour un certain nombre de choses qui ne sont plus aujourd'hui que dématérialisées et qui n'ont même plus de vie papier. C'est le cas, par exemple, de ces fameuses actions et obligations qui étaient avant essentiellement papier, qui étaient rangées dans des tiroirs et transmis de père en fils, etc. Bon. Et ça a évidemment des incidences sur la vie publique, privée, citoyenne, psychique, tout ce que vous voulez. Cette dématérialisation, elle a entraîné dans son sillage numérique une foule d'effets collatéraux pervers, tels que la déresponsabilisation des citoyens, des décideurs, des acteurs de tout niveau. J'espère que vous vous rappelez encore de l'affaire Société Générale et de ce malheureux Jérôme Kerviel qui a porté le chapeau pour beaucoup de responsables divers et variés. La désertification de la Poste, les déchargés d'affaires des collectivités publiques, etc. Et toutes les formes de dépersonnalisation, démotivation, démission qui sont pour beaucoup dues à cette dématérialisation. C'est-à-dire qu'on a enlevé à beaucoup de jobs qui étaient très physiques et matériels, on leur a enlevé leur support. Et voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que tout cela, cet homme numérique, il est devenu un marqueur identitaire qui a substitué les autres qualités de l'homme, en particulier l'homme artisan, l'homme créateur, l'homme faber. Aujourd'hui, cette numérisation de la vie, elle enlève, elle dépossède l'homme de ses qualités et traces et marqueurs humains. Le deuxième point que je voudrais rappeler avant de passer à l'homme post-numérique et à ce qu'il pourrait être, c'est l'ensemble des filins, des arrimages, des outils qui ont consolidé cette dématérialisation. D'abord la connexion permanente et obligatoire, qui est une des formes les plus obsédantes de la colonisation numérique. Ensuite, tous les systèmes de stockage et d'archivage, en particulier dans ces nuages qu'on nous vend comme étant une nouvelle merveille, hein, les clouds, dans lesquels vous allez pouvoir mettre toutes vos photos, toutes vos données, data, etc. Et vous allez pouvoir y accéder 24 heures sur 24. Bon, aussi bien que les délicieux administrateurs du réseau social, du fournisseur d'accès, du gestionnaire de domaine, etc., des services de renseignement, d'administration. L'ensemble de ces données dématérialisées, elles ont pour objectif de vous aider aussi dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Hein. On vous l'explique en particulier récemment par le biais de ce dossier médical partagé qui va avoir certainement un rôle encore plus important après la crise récente. Et par-dessus le marché, les outils numériques, ils sont là, comme on l'a vu tout à l'heure dans la digression inaugurale, pour vous divertir. Bon. Donc tout ça pour dire que les colonisateurs du temps passé
Ils avaient surtout pour objectif de coloniser les corps, bon, de faire un certain nombre de, disons, d'esclaves qui étaient asservis à un certain nombre de tâches, etc. Ils avaient aussi, quand même, comme entreprise latérale, de coloniser déjà les esprits, aussi bien sur l'angle des options, on va dire, de vie que des options philosophiques et surtout des options religieuses. Mais aujourd'hui, on peut dire que le paquet est mis sur ces cibles que sont l'imaginaire et le cerveau. Très rapidement, on s'est rendu compte, comme disait un ancien haut responsable de TF1, hélas disparu, ce qui importe, c'est le temps de cerveau disponible. Donc notre temps de cerveau disponible était celui qu'il fallait s'approprier. Donc ce projet a trouvé comme moyen, simplement comme moyen, les outils numériques, mais c'est un projet qui est quand même porté par des personnes, ce n'est pas un projet autoporté, ce n'est pas les chiffres et les outils numériques qui d'eux-mêmes imposent leurs lois, ce sont des gouvernants, des administrations, de fiscales, éducatives, de santé, des collectivités locales, etc. Ce sont des dirigeants militaires, des dirigeants des autorités de police, ce sont des dirigeants des autorités de renseignement qui sont en charge de ces outils et qui les utilisent de manière tout à fait volontaire. Et eux, précisément, ils sont dans cette situation dont on parlait dès le départ, c'est-à-dire Prod'Inde, Larvati, qui s'avance masqué, avec, en valorisant tous les avantages que vous avez à retrouver, par exemple, toutes vos données très facilement, à être connecté en permanence avec la Terre entière, à pouvoir tout échanger, etc., etc. Et ils n'ont de cesse de vendre les avantages de cet outil qu'ils utilisent simultanément. Alors, j'ai parlé surtout des administrations, bien entendu, les entreprises, les grandes entreprises, les petites, les moyennes, mais surtout les grandes et un peu moins grandes, ont toutes sortes d'avantages à prévoir votre désir, à l'administrer, à le gérer, à l'orienter, et vous le savez puisque vous recevez en permanence un certain nombre de messages vous invitant à faire des choses, soit auxquelles vous n'auriez jamais pensé, qui sont complètement invraisemblables, mais finalement pourquoi pas, soit des choses tout à fait probables pour vous parce que on a remarqué que vous aviez utilisé, était dans tel type d'hôtel, utilisé tel voyagiste, acheter tel type de tondeuse à gazon, etc., etc. Bon. Alors, je sens que le temps nous presse et donc je ne serai pas contraindre le temps de la discussion, qui est quand même l'essentiel. Donc je vais essayer de terminer pour essayer de vous donner quelques éléments sur les raisons qui peut-être nous amèneraient à imaginer qu'on puisse dépasser le numérique, qu'on puisse dépasser cette idée que la connexion jamais ne s'interrompt, qu'on puisse passer à autre chose, passer à autre chose qui ne serait pas simplement une régression, qui ne serait pas simplement réactionnaire, qui ne serait pas un retour en arrière, mais qui serait peut-être porteur d'autre chose. Je pense que il faut se rappeler que on a essentiellement fait
ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire des efforts. On nous a demandé des efforts, de s'adapter au numérique de tous les points de vue possibles. On nous l'a demandé et on nous le demande encore, et je vous le demande ce soir, puisque vous êtes branchés ce soir, enfin c'est pas moi qui vous l'ai demandé, c'est l'Université populaire de philosophie. On vous a demandé aussi toutes sortes de concessions, et on va vous en demander dans les semaines qui viennent, on va vous demander d'accepter d'être tracé dans vos déplacements, etc. Comme on trace le bétail pour savoir ce que vous allez manger dans votre ration. Bon. Mais je pense que par rapport à ça, il est important d'envisager que d'autres options sont possibles. Ce que j'ai appelé une objection de conscience numérique, un gros mot pour dire qu'on a le droit à un autre point de vue sur le numérique qui n'est pas forcément de le jeter aux orties, de fiche à la poubelle, de tout, entièrement en considérant que rien de numérique n'est acceptable, mais en considérant que la domestication qui nous est infligée, et qui est tout à fait volontaire et administrée, qui est administrée publiquement et de manière privée, administrée par des acteurs publics, des administrations, par des acteurs privés, des entreprises, cette action d'administration finalement numérique de nos vies, on peut la renverser en faisant un certain nombre de choix très cantonnés, dans lesquels on va dire ben ça m'intéresse et ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse par exemple, c'est peut-être effectivement, j'en serais heureux, donc je ne ferai pas d'hypothèse là-dessus, mais de partager, pour des raisons, on va dire, le distanciel peut avoir des très très bonnes raisons, simplement supposer que je suis à Singapour ou à Honolulu ou en Terre à Delhi, bon, ce qui est très probable d'ailleurs, c'est le cas, comme vous le voyez, et donc je suis en Terre à Delhi et donc j'ai envie de vous parler et nous avons cette possibilité-là, comme Jean-Louis Etienne, quand il est sur ces bateaux, on est très heureux de le rencontrer, de pouvoir parler avec lui, c'est un homme merveilleux, il fait des choses merveilleuses, et donc là, le numérique, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça. C'est bien aussi pour un certain nombre d'usages artistiques. Nam June Paik, à partir des années 60-70, il a utilisé le numérique. Avant que le numérique existe, il l'utilisait déjà. C'était une autre forme de numérique primitive, mais qui était déjà, il a fait des créations magnifiques, ce créateur et artiste coréen, et bien d'autres par la suite. Dans le domaine scientifique, on a fait quand même des choses extraordinaires dans le domaine de l'imagerie médicale et de la possibilité de procéder à des opérations de plus en plus raffinées grâce à des outils numériques. Ça, on veut bien. On veut bien. On donne notre, notre quitus, on avalise comme citoyen, individuellement et collectivement, on est d'accord avec ça. Et on le défend parce que c'est une belle conquête. En revanche, le numérique utilisé massivement aujourd'hui, on va dire quand même, c'est parole, à 3/4, voilà, dans 3/4 des cas pour la domination, le contrôle des circulations, le contrôle des esprits, le contrôle des pratiques déviantes, etc., ça, on n'en veut pas. Et donc, on a le droit par rapport à ça, de tenir une certaine distance, d'avoir non seulement une objection de conscience numérique, mais d'avoir une revendication numérique, qui est une revendication en deux sens, une revendication, on va dire, de rejet de ces pratiques intrusives nombreuses, et simultanément d'approbation, de signature, entérinées de toutes les pratiques éducatives, sanitaires, créatives, et bien d'autres. Simplement,
la communication avec les grands voyageurs, quels qu'ils soient. Hein. On parle de Jean Louis Étienne, on parle des gens sur la navette spatiale et les autres, les découvreurs d'aujourd'hui. On a envie effectivement de militer pour ça et de le sauvegarder. Voilà. Et donc ce que je propose tout simplement avec l'homme post-numérique, c'est pas seulement, mais c'est une possibilité, hein, de se libérer d'un certain nombre de nos outils inutiles s'ils deviennent trop encombrants, c'est-à-dire s'ils prennent une place excessive et qui nous empêchent de rester tout simplement humains, et deviennent des prothèses ou des orthèses qui nous empêchent de vivre, à ce moment-là, bah, il faut se résoudre à s'en débarrasser, les jeter dans l'eau de la Garonne, de la Seine ou de la Loire, ou d'ailleurs. Pour le reste, on peut continuer à les développer ensemble pour en faire quelque chose d'un peu plus intéressant que ces présentiels, distanciels qui nous étaient expliqués tout à l'heure par les gens que je vous ai cités. Et donc, ce que je souhaite, c'est terminer sur une note non pas amère, agressive, inquiète, colérique sur tous les abus et toutes les offenses qui nous sont faites, et de dire que le post-numérique, c'est une posture joyeuse. Hein. Il y a, comme Nietzsche qui dit, il faut philosopher à coups de marteau et joyeusement. Quoi, hein. Bon. C'est une posture joyeuse de celle qui... c'est celle qui veut un monde différent dans lequel le numérique il est mis à sa place par des hommes conscients, responsables, qui ne sont pas de simples consommateurs, mais qui sont bien des citoyens pensants et humains. Merci et la suite à vous. Je me tais. Je vais trop parler. J'espère que ça fonctionne encore. Pouvez-vous me le confirmer? Je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour du direct, chers amis. J'ai décidé de me taire. Je ne vois pas le chat. Hein. Ah, alors attendez.
Oui, mais le problème, excusez-moi, c'est que le curseur, c'est une histoire de curseur, ce qui nous occupe là. C'est que je n'avais pas vu que le curseur était resté planqué en haut. Et donc je me disais, il n'y a personne. Bon, alors, on me pose des questions, mais le problème, cher ami, c'est qu'on me dit, par exemple, qu'est-ce que je pense d'observations faites depuis le début de la conférence? Bon, et je ne sais pas, parce que moi j'ai parlé, mais je n'ai pas le temps de lire en permanence, quoi, hein. Ta ta ta. Le rêve, voilà, le rêve pan-pédagogicum pour l'enseignant. Non, mais attendez, c'est Platon, le disciple de Socrate, bien sûr, chers amis. C'était une blague quand même. Bon, bon. Ensuite, Jean-Pierre Cochet, sachant que l'organisme de formation XXX oublie de citer un avantage important de l'enseignement via le numérique, une réduction importante des coûts pour l'organisateur, déplacement, matériel de salle, pas sûr que pour autant ces tarifs soient euh, moins onéreux d'ailleurs. Bon, oui, 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 bon, certainement. Les questions de coût ne sont pas négligeables. Alors, vous avez des doutes sur cette présentation qui vous semble caricaturale. Dans l'enseignement traditionnel, en e-learning, c'est pareil. D'accord, très bien. No comment. Match enseignement en communication traditionnelle versus numérique, substitution de l'un par l'autre ou complémentarité. Euh, complémentarité, non, complémentarité. Nous avons des problèmes pour lire cette vidéo, me dit la caméra. Est-ce que c'est le cas? J'espère qu'il y a encore du son. Qu'est-ce que je peux faire là? Complémentarité. Le numérique n'est pas une fin en soi, juste un outil utilisé judicieusement. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. On a accepté pour permettre de désengorger les hôpitaux, même si on est conscient que les hôpitaux sont mis à mal par des décisions politiques depuis des années. Oui. Ok. Mathématiciens, Al-Khwarizmi, nous sommes d'accord. La solution est certainement l'éducation au numérique et sa maîtrise en toute connaissance de cause, et ce au plus jeune âge, et non pas le rejet du numérique et de ses excès. Mais on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est même l'un des axes du travail que j'ai proposé sur le poste numérique et de communication que j'ai pu faire sur le sujet il y a de très longue date. Bon, je vois par contre que je n'ai plus de caméra, donc je ne sais pas si vous en avez une, et je ne sais pas quoi faire. Et peut-être que Eric Loven peut m'aider. Le but de ces politiques privilégiées en numérique est de distancier les humains pour les empêcher de réfléchir ensemble, d'être solidaires, pour ficher, contrôler, pour se défausser, favoriser ensuite le secteur privé au détriment du service rendu par l'État. Paradoxalement, il se crée des liens de résistance par l'intermédiaire de ces outils. Oui, oui, nous sommes d'accord, je ne vois pas à quoi ajouter. Est-ce qu'il faut que je réponde, Eric, pouvez-vous me dire, est-ce qu'il faut que je réponde par écrit ou est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je n'ai plus de vidéo et donc je ne sais pas si vous-même vous avez le son. Alors, je vais quand même essayer de l'écrire. Avez-vous le son? À défaut de la vidéo.
C'est un peu particulier quand même, hein, ces curseurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce pronom? Vous avez la vidéo et le son. Ah bon? Bon, bon, bon. Ok. Son et vidéo. Moi j'ai écran noir, c'est pour ça que... Bon, d'accord, très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, que d'une part, excusez-moi, je n'ai pas suivi le chat parce que je ne comprenais pas pour quelle raison il ne bougeait pas. Et s'il ne bougeait pas, c'est tout simplement parce qu'il fallait que j'active un curseur. Ça fait partie des petites trouvailles. Alors là, je vois une question. Est-ce qu'il est envisageable que le tout numérique soit une mode et qu'il y ait un jour un retour vers l'humain? Je ne suis pas sûr que ce soit une mode. Je pense que c'est un dispositif, pour être plus précis, ancré très volontairement dans le territoire humain pour le déshumaniser. Bon. Et donc, c'est pas une question finalement de mode ou pas, c'est un ancrage très résolu et volontaire sur lequel on peut agir en retour en disant nous, on veut le cantonner à sa place acceptable et sa place inacceptable. Et je pense qu'il y a un travail à faire, faites vous, à l'Université populaire, un travail quotidien, il y a un travail quotidien à faire pour chaque utilisateur du numérique dans sa journée de travail et de citoyen, qui consiste à dire là non et là oui. Et je pense que c'est la même chose singulièrement pour ceux qui sont enseignants, tous les degrés de l'enseignement, depuis l'enseignement primaire, élémentaire, secondaire, universitaire ou autre, ou post-universitaire. Donc il y a un problème de jauge, il y a un problème de localisation, il y a un problème de partage, il y a un problème de choix. Et quand vous parlez d'un retour vers l'humain, c'est ça le retour vers l'humain. Le retour vers l'humain, c'est précisément que si je peux me permettre, Stéphanie, que le numérique ne nous soit pas imposé. C'est-à-dire que nous n'acceptions pas toutes les offres qui nous sont formulées comme si elles étaient imparables. À partir du moment où nous les distancions, là la distanciation elle a un certain intérêt, autant distanciation sociale c'est un oxymore, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble, autant distanciation numérique c'est intéressant, la distanciation du numérique c'est celle qui dit là ça m'est fondamentalement utile dans mon activité personnelle, dans mes activités personnelles ou professionnelles, et là, ça n'est plus acceptable parce que ça empiète sur ma vie privée, mes options, ma religion, mes choix politiques, écologiques, ce qu'on veut. Enfin bon. Et je ne veux pas que le numérique s'empare de mes données, par exemple. Voilà. Donc, la question de l'équilibre, c'est pas simplement un équilibre qui... Attention, je suis d'accord avec vous sur le mot équilibre, mais c'est pas un équilibre qui est accepté, c'est un équilibre qui est choisi et géré par celui qui... par vous, hein, vous ou moi, voilà. Qui disons, là, je veux bien utiliser cette interface, cet ordinateur qui est devant moi pour parler avec vous parce que c'est le meilleur moyen possible ce soir et ce serait plus compliqué de se retrouver dans une salle pour toutes sortes de raisons géographiques, sanitaires et autres. Donc nous choisissons très volontairement, c'est un choix rationnel et volontaire et moral aussi, nous choisissons de parler
au travers de ce tuyau-là. Mais ce n'est pas ce tuyau-là qui décide de la manœuvre. Voilà, hein, c'est nous. Ça me paraît décisif, hein, cette question. Quand vous parlez d'un retour vers l'humain, c'est pas un retour vers l'humain, c'est l'humain qui dit moi, je veux ça et pas autre chose. Est-ce que ça s'améliorait le problème de l'interface vous avez toujours le son et l'image? Oui ou non? Je ne vois pas, hein, je vois rien, moi. Son, image, toujours son et image, T, Z, T, T. Voilà. Je sais encore écrire, mais je ne savais pas qu'il fallait que je le fasse. Oui. Bon, merci Jean-Pierre. Oui. Écoutez, moi, encore une fois, je pense que j'ai assez parlé, donc je ne vais pas continuer à gloser, sauf si vous avez envie que je vous donne d'autres exemples. J'ai des choses dans mes tiroirs, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie que je parte sur d'autres pistes, je le ferai volontiers, mais je préférerais répondre à des questions. Et si je n'ai pas répondu à une question précédente, ne le prenez pas en mauvaise part, c'est simplement parce que je ne l'ai pas vu sur ce fameux curseur un petit peu maléfique. Ou facétieux en tout cas, facétieux le curseur. Donc dites-moi, est-ce que je continue? Est-ce qu'on s'arrête? Alors, comment résister en dehors de nos pratiques? Descendre dans la rue, on a vu ce que ça donne. Bon. Comment résister en dehors de nos pratiques? Alors, Conil, c'est très important, bien sûr, cette question. Moi, je pense qu'il faut la prendre à la lettre, c'est-à-dire cette résistance dont on parle, ça doit être presque central, auto-centré. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur ou qui vient forcément même d'un collectif. C'est d'abord quelque chose de très viscéral qui consisterait à dire moi, j'assigne au numérique des limites. Hein, de même que, je vous rappelle quand même que confinement, hein, l'origine du mot, c'est la limitation à l'intérieur de certaines frontières. Hein. Bon, on a accepté ça. Bon. Et ben, on peut aussi décider qu'il y a un confinement du numérique lui-même, et que le confinement, ce n'est pas le tout numérique. C'est que le confinement, on peut l'appliquer au numérique. Et on peut dire, le numérique n'entrera pas dans ma vie au-delà d'une certaine limite. C'est-à-dire, à certains moments, je peux arrêter mon téléphone. Moi, personnellement, je le fais très souvent. Mon téléphone est très souvent fermé. Je ne suis pas un modèle, mais je vous le recommande en particulier. Les emails, etc., les WhatsApp, ce que vous voulez, tout ça, vous pouvez fermer. Vous avez le droit de fermer, vous avez le droit de respirer, de regarder des fleurs, des animaux, de penser à autre chose, de lire un livre. Bon. Et quand vous me dites qu'il y a une pression de l'environnement social et professionnel, oui, alors ça, je peux le comprendre, parce que je parle peut-être effectivement d'une situation de liberté par rapport à des pouvoirs extérieurs et des tutelles qui n'est pas partagée par tout le monde. Bon, mais je pense que s'il faut vraiment se battre pour ça, s'il y a quelque chose sur quoi il faut se battre, c'est vous avez le droit, chacun a le droit de refuser
l'intrusion de l'outil numérique à certaines heures, à certains moments, dans certains cas, et tout simplement que ce soit l'inverse qui soit proposé, c'est-à-dire que c'est vous qui faites appel à cet outil quand vous avez un besoin professionnel, quand vous avez un besoin personnel, mais après, il faut savoir couper et définir les frontières. On est dans une période où la question des frontières va devenir toujours plus cruciale. Il est où le bouton off quand on est addict à ces usages, dit Max. Ça, Max, moi, j'ai pas de solution. C'est comme les alcooliques anonymes. C'est les numériques anonymes. Allez voir les numériques anonymes. Si vous êtes addict à ces usages, enfin, c'est pas forcément vous, c'est peut-être des gens que vous connaissez d'ailleurs. C'est un problème de choix. Qu'est-ce qui est plus souhaitable, qu'est-ce qui est plus néfaste pour vous, à un certain moment, le bouton off, vous saurez, vous, les personnes auxquelles vous songez, sauront l'utiliser quand elles auront acquis la conviction qu'il est souhaitable de mettre un terme. Là, par exemple, je pourrais dire, oh, j'en ai marre, je coupe, j'arrête la vidéo en direct. Bon, je ne l'ai pas arrêtée parce que je n'en ai pas de raison d'en avoir marre. Mais si c'était insupportable, je le ferais volontiers. Alors, Jean-Pierre, je n'ai pas bien compris, parce que vous dites l'éducation, 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 point de suspension. Comme dit l'autre qui disait l'Europe, l'Europe, l'Europe. Il ne suffit pas de dire l'Europe, 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 comme un cabri. Enfin bon. Qu'est-ce que vous entendez par ça, Jean-Pierre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quant à Stéphanie qui parle des connectés anonymes, ben là j'ai l'impression d'être un peu anonyme parce que non seulement je ne vous vois pas, vous n'avez même pas d'icône, vous. Il y en a qui ont des icônes, comme Max, là on voit mal, mais bon. Stéphanie, elle n'a même pas d'icône, c'est même pas. Voilà, ensemble. Moi non plus, je ne me vois pas, donc c'est comme si c'est deux aveugles qui se rencontrent. Donc, on est des connectés anonymes, bien sûr. Alors, si je mets mon masque, ça va être encore, je peux le mettre sur les yeux, ça ira encore mieux. Non, mais tout ça est à la fois sérieux, mais peut être aussi assez gai à partir du moment où on n'y adhère pas complètement. C'est pour ça que j'étais un peu inquiet quand je lis Max qui dit il est où le bouton off quand on est addict à ses usages. Ah, Jean-Pierre m'a dit qu'il répondait avec le bon, d'accord, d'accord. Bon, ok. Bon, mais pas à moi. Bon. Je suis rassuré. Je vois qu'il y a Stéphanie, Jean-Pierre, Max. Bon. Autre question? Alors, sur les réseaux, on est finalement tous masqués derrière nos pseudos et avatars. Alors, sur les réseaux, vous me dites. On n'est pas obligé d'être sur les réseaux, Max. Moi, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas d'avatar. Bon, on peut ne pas avoir d'avatar, et c'est un choix quand même. Et puis, même si on en a un, c'est pas forcément un crime. D'ailleurs, Descartes, je crois que c'est très volontairement, qu'en 1619, il utilise cette formule prodeo laudatus. C'est d'autant plus important pour lui qu'il a une entreprise qui est une entreprise de vérité et de dévoilement de la vérité. Et il commence sa philosophie en disant je m'avance masqué. C'est comme une provocation. C'est pas simplement une blague, c'est une bonne provocation, c'est une provocation philosophique. Oui, donc on peut dire aussi, on peut se masquer derrière des pseudos et des avatars, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. On a votre icône à l'écran, elle ressemble à quoi mon icône? Ça c'est Conil qui dit ça. Mon icône? Bon.
Alors, pensez-vous que la loi Avia contre la cyber-haine est un progrès? Ça, c'est Claude. Alors, Claude, je n'ai pas encore vu son nom, donc je me dois de... Alors, très sincèrement, hein, chacun doit non seulement balayer devant sa porte, numérique ou pas, mais doit pointer ses manques ou insuffisances. Moi, je m'intéresse évidemment à la question de la cyber-haine que vous évoquez, mais je ne me suis pas penché sur cette question de loi que vous évoquez et je ne me considère pas compétent. Je pense que, en revanche, je peux avoir un avis général sur la question de la cyber-haine, dont, à titre modeste, on va dire, de directeur de la publication d'un site sur lequel j'ai toujours attiré la vigilance des éditeurs qui travaillaient avec moi pour, disons, ouvrir leurs pupilles et leurs oreilles sur les formes masquées, là aussi, de cyber-haine. Donc, je ne connais pas bien le contenu de cette loi que vous citez, je ne me considère pas compétent, mais je suis intimement convaincu que cette question est tout à fait essentielle. On approche peut-être voilà, des délais fixés par votre université, c'est pas moi qui les fixe, c'est l'administration de cette université. S'il y a encore des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que c'était audible au moins, le son? Parce que on ne sait même pas finalement. C'est ça la magie de ces systèmes. On ne sait pas si le son est bon, si l'image est correcte. Enfin, on ne sait rien, quoi. On ne peut faire que des supputations numériques. Bon, je vois rien là. Vous avez entendu ma réponse, Claude? Certainement insuffisante. Bon, bah, écoutez, les jeunes sont happés par les portables. C'est pas gagné. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Merci bien. Merci bien en tout cas pour ces recherches de l'apnée numérique. L'apnée numérique. Oui. Oui, c'est un beau mot ça. Hein, Alderan et l'université populaire. L'apnée numérique. Oui, on a été en apnée numérique. Et le numérique, on l'a non seulement, il était déjà au centre avant le confinement. Alors là, le lien, il est devenu presque exclusif, quoi. Bon. Merci à Jean-Pierre, courage à Conil, à Max, à Claude et aux autres. Bon, ah oui, vous avez Stéphanie une formation en présentiel digital. Bon, allez, je vous souhaite donc une bonne soirée. Vous me direz, Eric, quand je dois raccrocher, hein, c'est vous qui me dites. Hein. Bon, je vous souhaite une bonne nuit, pas trop digitale. Hein. Ne vous mettez pas les doigts, les digits dans la prise, hein, dans la prise numérique. On va fermer le rideau. Merci et luttons en présentiel. Bonsoir et merci Max, et Conil, et Claude, et Stéphanie.
et à bientôt. Je raccroche. Dernier appel, c'est comme le commissaire-priseur. Adjugé. À bientôt. Votre podo vous salue. Ah non, podo vous salue. Vous pouvez me traduire juste, Philippe, Philippe, vous pouvez me traduire, parce que pour moi c'est du chinois là ce que vous venez de dire. Le podo vous salue, je vous prends au vol. Traduction, ce sera le dernier mot. Stop. Allez. Oui.